L'atelier de restitution du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale a été lancé hier. Cet atelier vise à amener les acteurs sociaux, politiques et institutionnels à s'approprier pleinement le contenu de la charte et à définir des plans d'action concrets pour sa mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Depuis 3 semaines, l'enseignement supérieur est paralysé par une grève, un mouvement social des enseignants qui n'est pas sans répercussions, notamment sur les étudiants. Il témoigne des impacts de cette grève. La Coupe d'Afrique des Nations féminines aborde son tournant décisif. Les demi-finales promettent des affiches passionnantes avec 4 équipes prêtes à tout pour décrocher leur ticket pour la grande finale. Une nouvelle semaine s'ouvre donc fructueuse, je l'espère pour vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informations. Hier dimanche fut lancé l'atelier de restitution du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. L'objectif de cet atelier est de permettre aux acteurs sociaux, politiques et institutionnels de mieux s'approprier le contenu de cette charte et élaborer des plans d'action concrets pour sa mise en œuvre à l'échelle nationale. Soumaïla Fani. Au cours des 6 derniers mois, le projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale a mobilisé les Maliens, tant au niveau national qu'international, permettant de récolter des contributions riches et variées. Ce dimanche 20 juillet 2025 a marqué un tournant déterminant avec la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution de ce projet. Cet atelier vise à sensibiliser et à impliquer les acteurs sociaux, politiques et institutionnels sur les enjeux de la charte. Le présent atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels avec le contenu du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il est effectivement un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. En conséquence, nous devons œuvrer chacun et tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible la nouvelle approche endogène du processus de paix basé sur les valeurs sociales et culturelles maliennes pour refonder l'État et recoudre le tissu social. Véritable pilier de la refondation nationale, selon le président de la commission de rédaction, ce projet de charte entend renforcer la paix durable, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers une approche endogène. La commission de rédaction soutient, aux côtés de tous les délégués, afin de les assister, à leur donner des derniers éclairages en vue de mieux cerner les fruits de ces longs mois de réflexion patriotique. Cette initiative constitue ainsi une étape décisive vers la refondation de l'État et le renforcement des liens sociaux en mettant en évidence l'attachement du peuple malien à son histoire, à sa diversité et à ses valeurs. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Il faut que tous les Maliens adhèrent à ça et encouragent ça. Cette charte vise non seulement à créer les voies et moyens nécessaires à prévenir toutes sortes de conflits, mais aussi à voir dans quelle mesure on peut maintenir la paix. Donc ça, c'est vraiment la vocation première de la charte à mon avis. Et aussi, l'autre vocation, c'est de faire en sorte que le pays puisse se développer. C'est très important. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Les deux vont ensemble, il y a la paix, il y a la sécurité, et après on peut prétendre à un développement durable. Les participants ont été invités à se référer aux 3 principes directeurs de l'action publique tels qu'énoncés à l'article 34 de la Constitution, à savoir la souveraineté, la justice sociale et l'unité nationale pour guider leurs actions en faveur d'un Mali meilleur. Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes en coordination avec les forces aériennes de l'Alliance des États du Sahel ont mené une série d'opérations offensives du 15 au 19 juillet 2025. Ces opérations ont donc permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Les détails avec Aminata Keita. Entre le 15 et le 19 juillet dernier, les forces armées maliennes, en collaboration avec les forces aériennes de l'AIS, ont mené diverses actions dans les régions de Kidal, Tombouctou, Ségou et Menanka. Ces opérations ont abouti à la neutralisation d'au moins 70 terroristes et à la destruction de plusieurs de leurs bases clés. Un coup dur infligé aux groupes armés dans ces régions du nord et du centre. Sur le terrain, cette fois-ci, il y a une reprise en main
de ces forces-là qui connaissent des succès notoires, après avoir connu un certain nombre d'insuccès. Donc c'est quelque chose quand même de nouveau. C'est une situation inédite par rapport à l'ensemble du passé. Et cela dénote le fait que désormais, c'est les forces armées, depuis longtemps d'ailleurs, qui détiennent l'initiative de mener des opérations. Même si, bien sûr, de ça et là, parfois, il y a des actions qu'ils essayent de mener avec des résultats lamentables, bien sûr, contre les positions des femmes. Cette opération intervient après des attaques simultanées et coordonnées contre des positions de l'armée. Certains perçoivent cela comme une réponse directe, une forme de reprise en main du terrain. Alors, cette reprise en main, il faut en attendre les conséquences de cette reprise en main. Effectivement, si cette reprise en main sur le terrain se manifeste, là, on pourra parler effectivement d'un tournant. Ce serait quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc, l'histoire est en train de se faire. Donc, au vu des prochains événements, on pourra dire oui, le processus est engagé dans le sens d'un tournant. En dépit des succès comme celui-ci, les défis demeurent encore nombreux et persistants. Le défi demeure, bien sûr, cette ramification que les réseaux mafieux terroristes ont réussi à implanter au sein des populations. D'où justement la nécessité de poursuivre ces actions offensives contre les bases terroristes et de faire en sorte que le cordon ombilical soit coupé entre ces réseaux mafieux terroristes et la course juvénile. La situation restera volatile. Des réussites comme celle-là sont encourageantes, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance et d'adaptation des groupes terroristes. Selon des spécialistes, l'armée malienne et l'AIS devront maintenir une pression constante tout en diversifiant leur stratégie. Le défi sera donc de transformer ces triomphes tactiques en avantages stratégiques pérennes, un travail de longue haleine. C'était donc un commentaire signé Djeneba Samake. Et dans un communiqué ce lundi, l'état-major général des armées a annoncé qu'une opération de précision menée dans la zone de Tinfadimata a abouti à la neutralisation de Suleiman Ag Bakawa, également connu sous son nom de guerre, soldat. Celui-ci était l'un des chefs notoires de l'État islamique au Grand Sahara. Particulièrement redouté, il était à la tête d'un groupe qui avait sémé la terreur dans la ville de Ménaka et environ. Sur un tout autre plan, cela fait maintenant 3 semaines que l'enseignement supérieur est en grève. Un mouvement social aux lourdes conséquences, surtout pour les étudiants. Assetoumani Koulibaly a rencontré certains d'entre eux pour en savoir davantage. Amadou Daou est étudiant en 3e année de licence. Étant donné l'incertitude de son parcours universitaire, dû aux grèves fréquentes des enseignants, il a décidé de se lancer dans l'aviculture. Mais élevage des poulets du Cherke, moke ou le bigan temps et temenga antega atani douce kosebe. Sinon na forako mokomte fouille là vraiment abéjikan. Depuis plusieurs semaines, la grève perturbe le fonctionnement de la quasi-totalité des institutions universitaires. Amadou, qui devait soutenir dans un mois, risque de voir son projet compromis. Une situation qui l'affecte profondément. Ni grève kera ko jouabe cursus la retardé vraiment. En plus fene avait niveau la diminué, avait niveau d'oroya. Donc ni grève poussera ka pousser ko état mobile ben format ben maké kola. Donc jakuya en année avait poussé avait ta faux sans là. Donc, n'a poussé la kata sangrela. Donc, on est obligé de seguir à sangrela, mais diplôme qu'on soutenance ni fonke. Depuis le début du mouvement, d'autres étudiants ont également modifié la façon dont ils passent leur journée. Le recours à l'entrepreneuriat ou à d'autres formations diverses apparaît comme des options alternatives. Moi, j'ai eu le bac en 2020. Normalement, ça devrait trouver que j'ai fini avec l'ENI. L'ENI, c'est 5 ans. Mais jusque-là, nous sommes en 4e année au Master 1. Toujours avec les grèves. Chaque année, c'est la même chose. À force de faire des grèves, nous sommes devenus des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs dans divers domaines, sans diplôme. J'ai eu à créer mon entreprise basée sur les énergies renouvelables. Actuellement, je suis à Orange Digital Center pour une formation sur les capteurs d'inondation. C'est une formation de 3 mois qui me permettra de ne pas rester à la maison. Nous sommes à la faculté de droit public. Sur place, des étudiants de licence 1
Aussi entre le désespoir, l'incertitude et la colère. Moi, d'autres, on dira avec des travaux dirigés et l'examen aussi. Mais il y a 3 semaines. 3 semaines, avec un retard de 1 mois. Moi, je suis la responsable de notre classe. Je suis ko agana kurdi ou ba fo ku be grève la en tout cas examen flaré pour que gata congé là donc al samali examen killing. Des grèves qui affectent grandement les étudiants contraints de faire preuve de patience. Pour rappel, cela fait 3 semaines que l'enseignement supérieur est paralysé. Les principales revendications des enseignants portent sur l'octroi d'une prime de recherche et le paiement des frais liés aux examens. Pour l'heure, les autorités n'ont pas donné suite aux doléances des syndicats. Direction la Guinée, les autorités ont entrepris une vaste opération de nettoyage du secteur industriel du pays. À travers un arrêté ministériel, plus de 1000 unités industrielles ont été fermées sur le territoire pour non-conformité. Aminata Keita. Ce sont au total 1724 unités industrielles qui ont été fermées et leurs produits retirés du marché national. Il est reproché à ces unités industrielles d'avoir exercé illicitement des activités industrielles en violation des dispositions réglementaires en vigueur. Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, la mesure vise à structurer et assainir le secteur et vise 2 objectifs principaux. La première est d'encourager et accompagner la régularisation volontaire des unités pouvant répondre aux exigences sanitaires, techniques et administratives, et la seconde cherche à mettre à l'écart temporairement les structures manifestement non conformes. D'abord, ce sont des entreprises qui ne sont pas en règle. C'est quand tu es en règle que tu peux protester. Et malheureusement, beaucoup n'étaient pas en règle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a des machines, il va ouvrir un forage dans sa cour, pour certains, ou dans un terrain vide, et il va creuser un trou, un forage, extraire de l'eau, mettre dans les sachets, mettre un nom qu'il veut, et finalement, il revend ça à la population sans mesure de sécurité. En même temps, il faut préciser que le ministère n'a pas dit que c'est une fermeture définitive. Les unités concernées peuvent reprendre leurs activités une fois mises en conformité. Si pour le ministère du Commerce, la mesure vient protéger les consommateurs et garantir un environnement industriel sain et conforme aux normes, la liste des industries fermées et rendues publiques révèle une multitude d'unités de production d'eau. Dans le pays, l'Association des consommateurs veut désormais obtenir la publication de la liste des entités autorisées à travailler, notamment dans le secteur de l'eau. Des inquiétudes ont tout de même été soulevées concernant les conséquences économiques et également côté emploi de cette décision. Ça a des conséquences en matière d'emploi, c'est évident, mais le gouvernement a privilégié la question de la santé. D'abord, pour le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, c'est une mesure salutaire qui était d'ailleurs attendue. Il dénonce la vente anarchique d'eau, des eaux qu'on appelle eau minérale. Les plaintes sont multiples par rapport aux problèmes de santé liés à la consommation de ces eaux. Et les sociétés ne respectent aucune norme. Et au-delà donc de ces questions-là, oui, il faut le rappeler que les consommateurs saluent énormément cette mesure, avec certes beaucoup de prudence. À noter que cette démarche intervient dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la politique nationale de développement industriel et de la régulation du secteur industriel en République de Guinée, a précisé le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Un guichet unique de l'industrie a été mis en place par la Direction nationale de l'industrie afin de simplifier toutes les procédures administratives liées à l'activité industrielle du pays. Les industriels y sont invités pour l'ensemble des démarches de régularisation. Sport avant de boucler ce 1945, la Coupe d'Afrique des Nations féminines entre dans sa phase décisive. Les demi-finales s'annoncent palpitantes avec 4 pays déterminés à obtenir leur place pour la grande finale. Découvrons donc les enjeux et les forces en présence avec Moussa Traoré. Elles ne sont plus que 4 nations en lice pour décrocher la couronne continentale. La Coupe d'Afrique des Nations féminines entre dans sa dernière ligne droite avec des demi-finales qui promettent d'être à la fois imprévisibles et spectaculaires. Première affiche, le Nigeria croisera le fer avec l'Afrique du Sud. D'un côté, les Super Falcons, multiples championnes d'Afrique et grandes favorites du tournoi. De l'autre, les Sud-Africaines tenantes du titre, prêtes à défendre leur couronne avec détermination. L'enjeu est de taille, rejoindre la grande finale et marquer encore plus l'histoire. De l'autre côté du tableau, le Maroc affrontera le Ghana. Un duel qui s'annonce tout aussi intense entre le pays hôte, soutenu par tout un peuple, et les Black Queens du Ghana qui rêvent de créer la surprise et de retrouver le sommet du football féminin africain.
Sur le papier, le Nigeria et le Maroc semblent avoir une longueur d'avance. Mais la magie de la CAN réserve toujours son lot de surprises. Entre joueuses cadres, nouvelles révélations et supporters survoltés, ces demi-finales promettent de tenir toutes leurs promesses. Coup d'envoi ce mardi pour un dernier virage avant la grande finale. Les regards sont désormais tournés vers ces 4 nations déterminées à inscrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire du football féminin africain. Point final donc à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.